cousines bouquines. Hey, c'est rare que je dis pas bienvenue au podcast. Je m'arrête moi-même, mais c'est quand même bonjour, bienvenue. Vous êtes chez les cousines. C'est ça. Qui bouquine. Et qui vous placote ça à l'audio dans un contexte très, très, très simple et sans prétention. Oui. La fenêtre ouverte au début du printemps avec des bruits extérieurs. Ici, les marteaux, les oiseaux. Oui, bing, bing, bing. Puis aujourd'hui, nous sommes dans le dernier enregistrement du bloc qui termine la saison 1 des Cousines Bouquines en avis de lecture avec toi, Marie-Claire. Oui. Tu nous parles de quel roman? Je vous parle de La papeterie Tsubaki de l'auteur Ito Ogawa. On termine avec lui, puis en même temps, ça crée comme la joie et le bonheur de terminer cette première saison, qui n'est pas notre première. On est à notre 4e saison de Podcasteuse, mais vraiment avec des petits changements qu'on a fait l'automne passé. Puis là, bien, on termine cette première saison-là avant de se rendre dans une autre épopée qu'on a débutée l'an passé, que je vous parlerai, qu'on vous parlera à la fin de cet épisode-là. Oui. Alors, c'est avec... un auteur japonais. Une auteure japonaise. Une auteure japonaise qu'on va s'accompagner aujourd'hui, mais juste avant de se rendre là, bien, je vous invite à nous suivre, partager, commenter, aimer les différents réseaux sociaux qui nous accompagnent. Alors, pour le podcast, c'est les Cousines Bouquines. Pour moi-même, c'est tout simplement Véro. Et toi, Marie-Claire? La raton liseur sur Instagram. Allons doucement et tranquillement vers cette petite intermède musicale et on se revoit après ces petites notes. Je t'invite, chère cousine, à nous partager pourquoi ce livre-là. Et est-ce que il avait eu l'intention de se présenter dans ce bloc-là du début du retour des fêtes, là, janvier, février, où on parlait... J'avais parlé. Pardon, je suis en train de m'étouffer. J'ai préparé pour moi. C'est pas drôle. J'étouffe! Je suis désolée! Ouais, c'est ça, nous, on s'aime de même. S'il y en a qui peut mourir live. Mais non! Non. Oui, en janvier, j'avais préparé une palle, dans le fond, d'ouvrages japonais que je voulais lire pendant l'année. Puis, je m'en suis procuré pas mal dans le temps des fêtes. J'avais expliqué que j'avais reçu des cartes cadeaux, puis que j'avais été dans diverses librairies. Puis, j'avais vraiment focusé sur des nouveaux auteurs japonais que je connaissais pas encore, puis des romans qui font du bien. Fait deux. Initialement, tu voulais faire comme un bloc, mettons, japonais, puis tout ça. Puis là, à la fin, t'avais comme switché. Mais est-ce que lui était dans tes options ou il était pas encore lu au moment où... Il était pas encore lu. Ah, non, je viens de le lire ce printemps. Dans le fond, je me rends compte que je m'en glisse au travers d'autres lectures. Puis souvent, je m'en sers comme lecture de transition quand je viens de lire des romans qui sont très... avec un univers très, très poignant ou très, très... qui prennent beaucoup de place dans mon imaginaire. Puis j'ai besoin d'aller faire quelque chose de plus doux, de plus neutre, de plus... rafraîchissant un peu, là. Je vais y aller vers des auteurs japonais en qui j'ai confiance. Bon, pas Murakami, là, parce que lui, il fait partie de la base. Oui, exactement. Lui, il retourne le cerveau sur un méchant temps. Là, je tasse ta petite note parce que je veux voir la page couverture. Première question, est-ce que le choix du livre de poche est une obligation ou c'est un choix financier? Chez Piquier, c'est la maison d'édition qui publie à peu près tous les ouvrages traduits du Japon au français. On propose toute leur collection en format poche. Et puis, je trouve que pour ce type de lecture, c'est un format qui me convient très bien. Puis comme j'ai commencé ma collection en format poche, je vais la poursuivre en format poche parce que ça va être joli dans la bibliothèque. Et c'est pas que j'attache pas une aussi grande importance à ces livres-là, pas du tout, mais je trouve que ça sied bien au roman. Oui. Je pense que le premier que j'avais commandé en ligne de toute ma série de romans japonais, là, et là encore, là, je ne parle pas des Murakami, mais je parle bien des autres, m'est arrivé en format poche parce que c'est tout ce qu'il y avait disponible et j'ai décidé de poursuivre par la suite. Et puis, c'est bon pour le portefeuille. Parce que, ça fait vraiment du bien. Et moi, je me rappelle, j'ai reçu à ma fête deux livres que j'avais demandé, qu'on m'a offert. Tu sais, genre, dans le fond, je le demande, puis c'est une liste, puis les gens vont piger dedans, puis c'est super fin. Mais j'avais précisé que je les voulais pas en format poche, je les voulais vraiment en roman. Tu sais, moi, ça m'aurait pas dérangé qu'ils se mettent deux
pour me l'offrir. Pour en offrir. Un. Puis, ben, dans le fond, ils sont allés vers l'option probablement répondre à leur budget pour m'offrir un cadeau. Ils me l'ont fait en format poche. Fait que là, il faut que je me déconstruise cette attente-là. Ouais, non, mais ça, je vais vous dire, les gens, quand vous offrez un cadeau, là, offrez-le. Laissez les gens s'offrir le format poche. Puis si vous voulez offrir un cadeau, offrez-en moins, mais offrez-le le format. Parce que c'est ça qui est plaisant quand on offre, quand on reçoit un cadeau. Ouais. C'est quand on le demande en cadeau, c'est parce qu'on veut se gâter avec je vous dis pas le format avec le Jasper. Non, on n'est pas dans le format collecteur. Ouais. Pas nécessaire. Mais avoir le grand format, c'est super intéressant. C'est lesquels? Je m'en rappelle plus. C'est pas fin, hein? Je les ai pas lus parce que j'étais pas... J'ai fait de la baboune, mais là, j'y regarde, puis je suis pas dans le bon côté de ma mais c'est pas grave. Non, mais c'est vrai que habituellement, on laisse le loisir aux gens. Ah, ben, c'est parce que je sais pas s'il se faisait. C'est bien la maison, tout ça, une ouverture. Non, Véronique! Quoi? Hey! C'est pas le format poche? C'est un vrai... Ah, mais là! Hey! Bon, là, on se prend 2 minutes, là. Madame Dubé! Ben non! Hey, ça fait partie de la collection des grands animaux. Ben oui, de la maison. Monsieur Toussaint l'ouverture. Ben oui. Mais tu savais-tu que c'était Jack Black, le comédien, qui a écrit ça? Ben non. Moi, je suis comme... Ben j'étais comme déçue. Ben oui. C'est lui? Oui. Hey, quand tu écris ça, j'ai fait comme... C'est ça, Jack Black? Ben il est auteur, en plus d'être comédien et chanteur. Ah ben oui, c'est vrai. Né en 1000... Ben non, c'est pas lui. C'est pas lui? Non, parce qu'il est né en 1871. Mais pourquoi? Pourquoi quand tu tapes ça sur Google, ça t'amène à lui? Peut-être qu'il y a juste une partie de ma recherche. Il s'appelle Thomas Callahan, alias Jack Black, a grandi aux États-Unis dans la Missouri, orphelin de mère délaissé de son père. Il mène une vie d'errance des hobos dans l'Ouest américain à l'aube du 20e siècle. Il devient un yeg, un percheur de coffre de haut vol. Bon, je vais pas lire au complet. Je sais pas si je vais me censurer. Ce bout-là, si vous l'entendez, c'est parce que j'ai pris la décision d'avoir de l'air nunuche. Non, si on le censure puis qu'on revient, je veux juste redonner à César ce qui revient à César. La personne qui te l'a offert t'a offert le seul format disponible chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Bon. Ça fait partie de la collection des grands animaux. Puis quand tu les mets tous un à côté de l'autre, ça fait tellement beau. Mais tu sais, la maison dans laquelle ça fait partie de cette collection-là aussi. C'est pas plus haut que ça? Non. 1000 pages, gros comme ça? Oui. Tu vois? Ah, mais la maison dans laquelle, oui, il fait 1000 pages, tu as raison. Lui, il en fait combien? Non, mais c'est un petit morceau, là. Non, c'est quand même 450 pages, là. Oui, mais quand même! Oui. Je veux dire, mais c'est écrit petit. Ah, oui, c'est ça. Rien pour aider mes yeux. Fait que c'est pas... Non, je suis rendue à bout de bras, là. La personne... moi aussi. Mais la personne qui te l'a offert a fait un bon choix. Bravo, personne. Bon, vois-tu, je pensais que c'était... Parce que c'est lui qui me revient le plus en tête. Okay. Le reste, un graphique québécois. C'était la déception, c'est... Hey, on n'est pas là pour parler de mes cadeaux de fête, là. C'est pas un unboxing. Mes cadeaux décevants. Mais c'est pas... Ben, tu sais, vois-tu, c'est là où... en tout cas, je me trouve drôle, là. Je suis pas déçue de les revoir. Il était sur ma liste. Mais... je te dis pourquoi. Non, mais écoute, quand Bernard m'offre des romans, puis des fois, il m'avertit d'avance, puis il me dit, je voulais te l'acheter en grand format parce que c'est un cadeau de Noël, mais il était disponible juste en poche. Ça arrive, ça aussi. Ben oui, ou encore, il faut attendre, tu sais, le temps que... Bon, fait que c'est un choix, mais j'en ai des collections qui sont commencées grand format, puis qui sont finies poche, puis ça, j'aime pas ça, là. Je trouve que ça fait vraiment... Qu'est-ce que tu fais de ma bibliothèque? Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Ça marche pas. Bon, là, mais, on revient. Alors, j'ai décidé que toute ma collection de japonais chez Piquet, d'autres, je vais les prendre poche comme ça. Ça coûte moins cher, ça fait beau dans la bibliothèque, puis ça se lit bien, puis je trouve que ça sied bien à la légèreté du roman. Ben, c'est notre petit moment éditorial. Oui. Le poche ou non, un choix financier ou non. Exactement. Alors, on passe à la prochaine étape de cette émission. Ben oui, je vais vous parler de la vie lecture. Là, on parle juste de quel livre, juste comme pour remettre les gens dans le bain. La papeterie Tsubaki. La papeterie. Ouais, on a envie d'aller faire un tour dans la papeterie Tsubaki. Si tu aimes le papier, si tu aimes tous les outils d'écriture, si tu aimes tout ce qui est traditionnel face à l'écriture, c'est quelque chose d'absolument enivrant, toute cette passion-là qu'il y a autour de l'écriture. C'est drôle que tu dis ça, parce que quand... Puis là, anecdote 200 millions 12. Cette semaine, je suis allée chez Bureau en gros avec ma fille parce que... En tout cas, je suis allée chez Bureau en gros. Parce que si je raconte l'anecdote de l'anecdote, on n'est pas sorti du bois. Et moi et ma fille, on est des amoureuses de Bureau en gros. Je pense qu'il y a quelque chose que tu rentres là-dedans. C'est comme, oh mon doux, le confort. Ouais. Et quand elle est ressortie, elle dit, c'est rendu décevant. C'est plus le bureau en gros de quand j'étais toute petite. Oh. Elle dit non. Fait que j'ai l'impression que probablement qu'elle retrouverait sa connexion
Avec ton livre. Avec la papeterie de Tsubaki. Oui. Je pense parce qu'il y a quelque chose d'un On aime ça, les crayons, hein. Tu sais, quand ça existait, les papeteries, parce que moi, il y en a de moins en moins. Mais tu rentres une place, puis là, t'as comme 32 chouettes de stylos différents. Puis là, tu dis, oh, wow. Des carnets d'écriture. Des carnets d'écriture. J'ai tellement de carnets d'écriture chez nous que j'ai rien écrit dedans parce que je trouve que les papiers sont trop beaux. Pourquoi gâcher? Livre vierge par mon stylo. C'est ça. Puis si je fais une erreur, en plus, je vais être obligée de mettre du liquide paper, du ruban de papier. La correction, c'est-à-dire. Alors, dans ce roman-là, on parle de tout ça. On parle de... on parle de tout ça. On parle du bureau en gros japonais. C'est pas vrai. Atoko, c'est notre personnage principal. Elle a 25 ans, OK? Là, ça va te parler. Mais oui, 25 ans. Après le décès de sa grand-mère, c'est la femme qui l'a élevée. Elle l'appelait pas grand-mère. En plus, elle l'appelait l'aînée. Ah, mon Dieu. Tu vois un peu l'espèce de distance qu'il y avait entre les deux. Fait qu'on comprend que sa grand-mère, c'est une personne qui était très traditionnelle, qui était pas capable d'affection, de gestes d'affection démontrés envers sa petite fille, mais qui lui démontrait son affection par l'apprentissage de l'écriture, puis des traditions, toutes par rapport à son métier d'écrivain public. Ça, elle a été capable de le faire, mais pour le reste, non. Donc, elle ne l'appelait pas grand-mère, mère-grand, ni mamie, elle l'appelait l'aînée. Bon. Après le décès de sa grand-mère, elle décide de revenir dans le village familial et de reprendre les rênes de la papeterie Tsubaki, dans la petite ville de Kamakura. La jeune femme a également hérité de sa grand-mère le singulier travail d'écrivain public, c'est-à-dire qu'elle répondra à des commandes d'écriture de toutes sortes, des lettres de rupture, des cartes de souhait, des condoléances, refus de prêt, rupture d'amitié, lettres d'amour, tout ça, tous ceux qui ont besoin de faire calligraphier quelque chose de plus ou moins officiel vont passer par elle pour lui demander de l'aide. Elle est tellement bonne dans son métier qu'elle est capable d'utiliser le bon type de papier, la bonne enveloppe, le bon format, le bon crayon ou la plume ou le stylo. Tu comprends? Que tout, elle sait exactement. C'est comme la magicienne. Elle sait quoi faire, comment le faire. Son don pour la calligraphie ainsi que le soin qu'elle apporte à tous les menus détails entourant son travail sont un ravissement pour ses clients comme pour le lecteur. On nous décrit les outils d'écriture, plumes, pinceaux, stylos, type d'encre, de papier, d'enveloppe, avec tellement de détails qu'on est ému juste à s'imaginer la jeune femme à la tâche. L'histoire est douce, elle est simple, elle est contemplative, comme le sont plusieurs romans japonais. La relation qu'entretient Atoko avec sa grand-mère, qu'elle appelait l'aînée, n'était pas tendre. Aussi, nous assisterons à la résolution d'un deuil compliqué et très émouvant. Tout ça, c'est apporté avec douceur et justesse tout au long du roman. Elle, cette jeune fille-là, quand elle arrive puis qu'elle reprend les rênes de la papeterie, c'est une petite bâtisse. Elle habite au-dessus, la papeterie est en bas. Elle a une voisine qui est plus âgée qu'elle, qui a à peu près l'âge qu'avait sa grand-mère, je pense, ou à plus ou moins. C'est une personne qui est assez flyée, qui est super gentille, ils vont devenir amis comme ça. C'est peut-être pas pertinent, mais dans le fond, elle habitait au-dessus de la papeterie avec sa grand-mère ou elle a déménagé avec sa grand-mère, elle habitait ailleurs? Quand elle était jeune, elle habitait au-dessus de la papeterie avec sa grand-mère. Okay, et puis, elle est partie au début de la vingtaine parce qu'elle était fâchée contre sa grand-mère. Elles ont eu... quelque chose de pas résolu, exactement. Fait qu'elle est allée à l'étranger, puis elle est revenue après son décès pour reprendre les rênes de la papeterie. Et puis, il n'y a rien de très, très rancunier puis de très grave parce que c'est ce qu'il y a de beau dans ce type de littérature-là, c'est que c'est à mener avec légèreté, mais quand même avec un peu de profondeur qui va peut-être te tirer quelques larmes, mais ça va pas détruire ta psyché. Oui, c'est ça. C'est pas le drama que tu t'en remets pas, là, qui te draine dans le fin fond de la vie du monde. Là. Parce que ce qui est beau avec la littérature japonaise, ce que j'aime beaucoup dans ce type de littérature-là, justement, c'est que les autrices, je lis plutôt des... C'est pas vrai, j'ai lu aussi des auteurs. On va dire que ce qu'ils essaient de mettre à l'avant, c'est la simplicité dans laquelle ils vont vivre, surtout dans les milieux ruraux. Oui, hein? On va dire qu'aujourd'hui, le Japon est vraiment divisé. Il y a le Japon traditionnel qui est vraiment confronté au Japon moderne. Puis
La ligne est vraiment franche entre les deux. Puis les traditions ont encore leur place. Vraiment beaucoup. Puis il y en a qui sont nostalgiques de ça. Puis j'ai l'impression que c'est beaucoup ce qu'on est capable de retrouver dans la littérature. Donc, ils vont utiliser la nature, les saisons, comme métaphore pour exprimer leurs émotions puis leurs sentiments. Fait qu'ils sont très proches de la nature. Ils peuvent t'expliquer comment ils font pousser tel type de plante, comment ils vont ramasser telle mauvaise herbe, comment ils vont cueillir tel fruit à sa maturité, tout ça, ça va être expliqué dans assez de détails pour que tu saches un peu, si tu te ramasses là, comment faire, là, puis comment, tu sais, t'as l'impression d'être au Japon quand tu lis ça, tellement c'est bien décrit. Ils sont aussi très bons dans la transmission des valeurs morales et spirituelles à travers leurs textes. C'est amené aussi avec justesse, avec délicatesse. Alors, c'est ça, justement. Fait que ça vient... mettre en lumière le lien qu'ont les Japonais avec leur tradition. Puis même s'il y en a qui veulent que ça change, puis qui veulent que le Japon se modernise, ça reste encore très, très présent. Mais là, tu sais, c'est sûr qu'ils nous montrent seulement ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de doux, ce qu'il y a de réconfortant, ce qu'il y a d'apaisant. C'est très, très apaisant. Puis, tu sais, si tu regardes les Japonais cuisiner ou faire de l'agriculture ou tout ça, ben, puis là, dans le cas présent, faire de la calligraphie, tout est dans les détails. Sûrement. Tu sais, moi, j'étais allée dans une école avec des religieuses quand j'étais jeune qui nous répétaient à longueur de journée tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. J'ai l'impression que c'est vraiment aussi... la base de l'enseignement. Oui, puis au Japon, ils l'appliquent, là, parce que si t'es pour le faire, fais-le bien. Après ça, c'est définir le bien, mais oui. Il y avait un bien... Ben, en tout cas, fais ton possible pour que ce soit bien réalisé. Puis tu vois, l'idée d'aller demander à un écrivain public de rédiger une carte d'anniversaire. Est-ce que ça va nous passer par la tête, nous? Non. Mais eux vont comprendre que le choix de la carte, le choix du papier, l'âge qu'avait la carte, le motif qu'il peut y avoir dans le coin de l'enveloppe, tous ces détails-là vont avoir une signification, puis vont amener un message supplémentaire au texte. Ouais. C'est tout, comme tu parles de tradition, les culturelles, je trouve ça magnifique. Oui. Mais quand tu dis, c'est sûr que dans le livre, l'auteur a choisi d'apporter des éléments de la tradition qui font du bien, mais peu importe où on se situe, moi, mon point, je crois qu'il y a toujours l'envers de sa médaille. Toujours. Maintenant, on n'est pas là pour révolutionner le Japon, mais ça reste que c'est un pays qui est fascinant, qui est beau dans ses traditions, dans son rapport à la nature, dans son rapport au souci du détail, du travail bien fait, puis la nourriture qui est toujours décrite, même si c'est pas le sujet principal, ils décrivent toujours tout ce qu'ils mangent avec tellement de détails et de minutie que tu salives à toutes les pages. D'ailleurs, le premier roman que Ito Ogawa a publié, c'est Le restaurant de l'amour retrouvé. Il a été publié en 2008. Puis en 2011-2012, si je ne me trompe pas, en français, qui a été traduit. Puis je l'ai lu après celui-là. Je ne le chronique pas aujourd'hui, là, mais il est sur ma page Instagram. Puis bon, ça paraît que c'est un premier roman, mais il est excellent. Puis ça parle vraiment du rapport à la cuisine, puis comment l'alimentation peut avoir un impact direct sur les émotions de quelqu'un. Écoute, moi, je veux lire. C'est mon livre à moi. C'est vraiment, il est vraiment chouette. C'était un très bon roman. Donc, puis il y a une suite à La papeterie de Tsubaki. Ah, mon doux, on peut faire une suite de ça. On peut faire la suite d'un deuil. Parce que c'est un livre qui traite du deuil de... En arrière-plan, il y a le deuil, oui. En premier plan, c'est aussi toute la relation que... Atoko a avec son voisinage, les liens qu'elle va former, parce que quand elle est partie, c'était une jeune rebelle, puis il faut pas oublier que les jeunes rebelles au Japon... Ouais. Fait que quand elle revient dans son village, elle a peur que les gens aient des préjugés contre elle, mais c'est pas le cas, puis elle loue des beaux liens d'amitié avec beaucoup de personnes, fait que je pense que c'est cette dynamique-là qu'on va réapercevoir dans la suite, puis je pense que dans la suite, elle va être en couple.
Ah ben! Ouais, donc, okay. Dans le fond, il va se passer quelque chose. On suit sa vie. On suit sa vie, puis c'est la trame narrative qui inclut deuil, joie, peine. Ouais, qu'est-ce qui se passe je trouve ça intéressant, tout à fait. J'essaie de voir si j'ai le titre de la suite, mais c'est facile à trouver en ligne, là, c'est parce que je veux pas farfouiller sur Internet. Pendant qu'on enregistre. Non, pas ça, là. Mais est-ce que j'ai l'impression que ceci fait un beau résumé de cet avis de lecture-là? Si c'est admettons que c'est quelque chose qui vous interpelle, la littérature japonaise, et que vous aimez tout ce qui traite aux traditions écrites, la calligraphie et tout ça, ben juste pour ça, ça vaut la peine. Puis si tu vois dans le roman, en plus, on a des exemples. Ah, wow. Ça nous aide à comprendre un peu mieux. Bon, ici. Sa quotidienneté, dans le fond, qu'est-ce qu'elle fait dans cette papeterie-là. Ce qui est très drôle, c'est que c'est pas son... Il est écrit nulle part qu'elle est écrivain public. Les gens savaient que sa grand-mère l'était, puis quand ils ont continué d'aller là, ils ont dit, fais-tu la même chose? Oui. Parce que ma grand-mère m'a montré comment faire, mais il n'est pas écrit sur la porte d'entrée. Oui. Tsubaki. C'est l'histoire de sa grand-mère. C'est parce que les gens le savent. Ah, c'est magnifique. Ouais. Voilà. Honnêtement, je trouve que dans l'arc des 3 avis de lecture du dernier bloc d'enregistrement de cette magnifique saison 1, je trouve que ça termine avec le plus doudou. Oui. C'est cette petite couverture. Ah oui, ça c'est doudou. Ça c'est du vrai doudou, là. C'est vraiment, oui. On commence avec quelque chose qui amène la joie, le bonheur au cœur, qui fait sourire, puis tout ça. L'autre qui nous amène dans des belles réflexions sans être lourd, mais pas léger en même temps. Mm-hmm. Et on termine aujourd'hui la saison 1 des Cousines Bouquines avec un livre réconfortant qui nous parle de quelque chose de contemporain et qui parle à tout le monde parce que c'est comme un vlog. Oui, c'est vrai. J'ai envie, Marie-Claire, si tu t'embarques dans ce train-là, comme on n'a pas vraiment... pas qu'on n'a pas vraiment... Je recommence. J'ai le goût, Marie-Claire, de terminer cette saison-là avec quelque chose qu'on n'a jamais fait. Okay. C'est-à-dire de faire la conclusion du podcast avec un questionnement bien simple, c'est quoi ta lecture en cours? Ah, OK. Présentement, je suis en train... je t'ai sorti! Parce que, tu sais, habituellement, on est habitué d'avoir des mots de la fin, tu sais, comme une conclusion de l'émission sur quelque chose que t'as organisé. Je m'en rappelais plus. T'es vraiment très drôle. OK. Moi, présentement, je suis en train de lire Titus d'enfer de Marvin Peake. Wow! C'est quoi ça? Un petit résumé, là. C'est pas la vie de lecture, là, je dirais. Ça parle... Dans le fond, c'est un roman qui a été écrit en 1940 quelque, là. Je me rappelle plus exactement. Juste avant que Tolkien sorte ses fameux romans populaires. Fait que t'es en train de me dire qu'il a triché, que Tolkien Non, il a pas trompé. C'est juste qu'il était un peu tombé dans l'oubli. C'était un auteur anglais qui écrivait du fantastique, si je le mets entre parenthèses un peu ici, quelque chose, c'est un roman qui est très, très étrange, qui est très, très immense, qui est très, très... il est weird, mais il est beau en même temps, puis il fait un petit peu grincer des dents. Ça se passe dans un château, Garmenstad. C'est un château qui est très, 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 très vieux. Il y a une famille royale qui vit là-dedans. Un comte, une comtesse. C'est-tu un comte? Mais peu importe. En tout cas, bref, cette famille-là qui doit vivre selon les traditions du château, il y a beaucoup un gros staff, là. Il y a les cuisines, il y a plein de gens qui travaillent là, il y a plein de gens qui travaillent... On est dans Downton Abbey, là. Genre, mais gothique. Ah, wow. Très, très gothique. Puis, ils peuvent pas vraiment sortir du château. Ils peuvent pas vraiment s'empêcher de suivre les traditions. Est-ce que, en bout de ligne, ce sera le château... Parce que là, je suis en train de le lire. Est-ce que c'est le château qui les oblige... Parce que tout ça, c'est... Au tiers, je te dirais. Fait que dans le fond, ça, c'est... Ce résumé-là, c'est un peu de mélange de la 4e de couverture puis ce que tu as lu jusqu'à maintenant. De ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, puis tous les avis que j'en ai lus. Puis je sais qu'on va... c'est une trilogie. On va suivre, dans le fond, le tome 1, c'est la naissance du jeune Titus.
qui est un... On comprend que c'est un héritier inespéré parce qu'il n'était pas supposé avoir d'autres enfants, je pense, ou il y a un très grand écart avec sa grande sœur qui s'appelle Fuchsia, qui est rendue à 14-15 ans. Non, oui. Fuchsia. Puis la mère est un peu bizarre, elle vit tout seule dans ses quartiers, dans son aile. Le château est immense, c'est un labyrinthe, ce château-là. Puis elle parle avec les oiseaux, avec les chats. Le comte est amoureux de ses livres, il est toujours dans sa bibliothèque. Ils sont comme un peu prisonniers, si on veut, du château. Puis les serviteurs aussi. Puis les gens qui vivent à l'extérieur peuvent pas vraiment rentrer. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de particulier. Je sais que c'est en 3 tomes. Puis là, il commence à retrouver ses lettres de noblesse. Il a été oublié un peu, ce roman-là. C'est un roman qui aurait pu avoir un plus grand succès s'il n'était pas passé dans l'ombre, je pense, de Tolkien. Mais tu sais, ça, c'est une... Oublie pas que quand Tolkien a sorti ses romans, c'était nouveau, là. Ah, absolument, tout à fait. Que les gens acceptent de lire du fantastique, parce qu'il y en a eu d'autres ouvrages qui ont été écrits avant ça, même par des femmes. Tu sais, je pense, j'en ai quelques-uns qui me viennent en tête, là, puis qui ont connu un très léger succès. Il y a des gens qui tripaient là-dessus, mais sinon, c'était pas proposé. Non, c'était mal vu de lire ça. Puis bon, fait que j'ai bien hâte de vous en faire un résumé. Ça sera peut-être le premier avis de lecture quand on va revenir en septembre. Mais sinon, toi? Oui, mais je veux te demander, okay. As-tu un audio? Si j'ai un audio? Oui, as-tu un livre audio actif? Ah oui! 2 minutes plus tard, connexion rurale. Un manque de glucides. C'est l'heure de dîner. Oui. Je te laisse bientôt aller. En fait, je viens de terminer, puis je vais poursuivre. Là. J'ai écouté Anne la Maison Pignon Vert, publiée chez Monsieur Toussaint Louverture, cette publication, cette édition-là. Là, je viens de finir Anne d'Avonlea, le numéro 2. Le tome 2, qu'on n'a vraiment pas vu dans la série télé, là, c'est pas... Ah non? Non, ce livre-là n'a pas été traité. Il se passe pas grand-chose avec Gilbert. Ah! Non. Puis le 3e, ça va être Anne de Redmond. Écoute, je te fais confiance, je te connais. Que j'entreprends là, que je vais entreprendre là, puis c'est le 3e tome, et puis celui-là, je pense que là, c'est quand Anne va être à l'université. Parce que moi, Anne me fait penser à Jo dans Les 4 filles du Dr. March. Ouais, mais elle est moins fatigante. Comment je te dirais bien ça? Non, c'est vrai qu'elle peut... Mais elle a les traits de caractère. Ouais, mais elle est plus poétique, mais plus proche de ses émotions, je pense. Il y en a une qui est une orpheline, puis l'autre qui a été élevée dans une famille confortable. Mais tu sais, Jo, elle a une tête, là, puis c'est elle qui mène la famille, puis c'est elle qui défonce les portes. Là. Ouais. Anne, c'est différent. Elle défonce autrement. Elle s'émerveille de tout. Puis, tu sais, à la lecture, on découvre un caractère d'Anne qu'on voit moins à la télévision. Oui, probablement, parce que c'est tout le temps la transmission de la personnalité dépend de qui décide de l'adapter. Hein? Exactement, c'est ça. Mais j'aime vraiment ce que je lis présentement, même si je connais l'histoire. Ben, je pensais. Parce que toi, tu lis des livres audio, tu les écoutes pas. Oui, non, je les ai écoutés. Je veux dire, je suis contente de replonger dans cet univers-là parce que j'avais lu le premier roman d'Anne, Le bonheur au bout du chemin. Après ça, j'avais lu la bande dessinée, j'ai écouté tout ce qui se faisait à la télé. Puis là, je m'étais procuré les 3 premiers de Monsieur Toussaint Louverture. Là, j'avais commencé à lire le premier, je l'ai fini à l'audio. Là, j'écoute le 2e. Je viens de terminer, je vais commencer le 3e. Mais l'univers est tellement... Une petite craquée, là. Une amoureuse de cette belle rousse. Ben, de l'univers, je te dirais. Oui. De l'île du Prince-Édouard. OK. Ouais. Moi, je me suis... à part la série qui a été présentée à la télévision, mais ado, là, enfant, là, tu sais, moi, j'ai pas écouté une fois qu'elle était rendue ailleurs, là. Moi, quand elle était enfant, que j'ai écouté, mais ça m'a pas... tu sais, j'ai pas embarqué dans... Ah, ce personnage! Puis tout ça, là, tu sais, on n'a pas le même... L'histoire d'amour avec Gilbert était vraiment belle. Mais tu sais, je me rends compte qu'ils ont romancé beaucoup à la télé dans la mini-série. Oui, hein? Dans la mini-série des années 80, là, Anne puis Gilbert, là, ouf, c'était une belle histoire d'amour. Ben, elle va sûrement... Que tu retrouves pas de temps dans les livres. Je pense que ça va se développer, mais c'est pas aussi rapide, là. Puis c'est correct, c'est bien, moi j'adore ça, là. Puis on a découvert plein de personnages qu'on voyait un peu dans les contes d'Avonlea, puisqu'il existait aussi une série qui se passe... Oui, les contes d'Avonlea. Ça me parle aussi. Bon, Anne vient de ça? Ben oui, non, mais en fait, c'est qu'elle, quand elle va rencontrer ces gens-là, je pense que quand ils ont fait les contes d'Avonlea, ils ont pris des petits épisodes qui
par-ci, par-là, puis ils ont décidé de refaire des histoires avec les habitants d'Avonlea, si on veut. Là. Mais là, on apprend à les connaître beaucoup plus dans ce tome-là. C'est pas parce que tu me fais réaliser que les contes d'Avonlea, c'est là où Anne habitait. Ben c'est ça, c'est Avonlea, c'est son village. Avec Rachel Lynn, c'est la même Rachel, là. Oh, mon doux! Ben oui! OK! Connexion, tout Véronique! Est dans tout. Mais c'est parce que je pense qu'ils ont joué sur la chronologie quand ils ont adapté la télévision. Ils ont joué sur la chronologie. Fait que quand tu lis dans l'ordre, vraiment comme ce que Louis-Simone Montgomery avait publié à l'époque, là, je suis en train de le lire dans le bon ordre. Là. Fait que là, je vais être correct. Je vais être à jour dans mes informations. Parce que c'est quand même 6 romans. Ah oui. Il y en avait plus que ça. Là, pas des 150 pages, là. Non, mais c'est à peu près des 300-400. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas 1000, mais... Mais si vous n'avez pas vu le travail de couverture qu'a fait M. Toussaint Louverture, allez googler ça parce que les couvertures sont tellement belles. C'est ce que j'entends ou j'ai vu même aussi. Sont belles. Les couleurs qu'ils ont choisies, là, c'est absolument magnifique. Moi, je me permets une petite introduction. Vas-y. Pour vous partager aussi ma lecture en cours. On veut savoir. Moi, j'ai commencé, je suis en train de lire La bête du Gévaudan. C'est un livre qui fait partie le film. de... peut-être pas de ça. Parce que dans le fond, ça fait partie des contes interdits. Oui, mais je veux dire, c'est une histoire... La bête, oui, c'est ça. Ouais. Mais je pense pas que c'est oui, ça doit être complètement modifié, à part, là. tout à fait. Oui. Je pense pas qu'il y ait de l'inspiration. À part, l'inspiration, c'est la mythologie, c'est mais quand même. Fait que dans le fond, je suis en train de lire un trailer horreur. OK. Qui a été écrit par Brian Perrault, puis pour ceux qui connaissent l'univers des auteurs québécois, c'est lui qui écrit les Amos d'Aragon. Là, on est ailleurs. Moi, j'ai pas lu Amos d'Aragon parce que c'est beaucoup trop jeunesse pour moi, mais dans ce qui est dans le conte, là, on est ailleurs. Je vois une maturité dans l'écriture. Je trouve qu'il écrit drôlement bien, mais pour l'instant, je suis mitigée parce que c'est comme s'il faisait parler la bête dans la tête, où on sait pas où la bête, puis on sait pas qu'est-ce qui se passe, mais vraiment encore. Fait que il y a encore beaucoup d'abstrait dans, mais la bête est-tu là? La bête, c'est-tu la personne qu'on suit, qui s'appelle Kevin? Puis il y a des gens, qui sont... Ben là, c'est pas de cachette, là, c'est le conte interdit. Fait qu'il y a du monde qui meurt, là. Fait qu'il y a quelque chose d'un peu pas clair. J'ai pas envie de passer autant de temps à l'extérieur de ma lecture à me demander ça serait quoi donc la suite, sais-tu, puis essayer de deviner. Je vais laisser me l'offrir, mais ça m'embête comme lecteur. Là. Je suis comme qu'est-ce que envie d'avoir une confirmation de quelque chose. Oui, mais c'est ça. C'est souvent ça. Moi, je me rends compte que j'ai beaucoup de difficultés à donner du temps à l'auteur ou l'autre. C'est comme donne-moi l'information là. Ouais, c'est ça. J'ai besoin du fait. Puis pourtant. Mais quand même. Fait que ça, c'est ma relation avec le livre que je lis, que je ne sais pas encore où il va se situer, mais certainement une belle lecture qui me fait du bien parce que j'aime, je veux pas être la psychopathe, là, mais j'aime bien l'horreur. C'est parfait. Et à l'audio, j'écoute Dragon Blood, le 2e tome, et ça me rappelle à quel point. Parce que il y a le titre en français, c'est des cendres, donnez-moi. En tout cas, je vais me dire ce que je veux dire. Le défi avec cette série de livres-là, qui, je crois, faut que j'aille faire mes recherches, faut que j'aille vérifier. Moi, je l'avais commencé dans le... c'est du science-fiction, du fantastique. Voyons, du science-fiction, c'est 2 fois, je veux pas dire ça. Du fantastique, Véronique. Connexion. Sucre. C'est le temps d'aller manger. Désolée, gang. C'est une série fantastique. C'est dragon. Puis là, c'est vraiment très élaboré au niveau de la politique, toutes les stratégies, les désirs d'un coin d'un continent, de vouloir quelque chose que l'autre coin du continent veut pas. Tu sais, il y a quelque chose de super intéressant qui me parle dans l'organisation. Sauf qu'il y a du nom, il y a des mots, il y a et c'est lourd, décroche pas. Puis là, je pense qu'à l'audition, de rester connecté à autant de noms, autant de lieux, autant de personnages, puis ils ont toute leur histoire très complexe. Oui, tellement complexe. Très complexe.
que je l'écoute juste pour l'écouter. Dans le sens où il est là, il m'accompagne, mais il pourra jamais être plus qu'un 3 étoiles parce que je trouve ça le fun, mais le temps que ça me prend, il aurait fallu que je le découvre à la lecture. Là, moi, je pense que dans ma capacité de comprendre puis me faire mes affaires, je le sais pas, ça me fait pas ça quand j'écoute une série. Je suis capable de te mettre... Un univers fantastique, nouveau, qui est très, très, très riche en personnages, en lieu, en histoire, en langue. Oui, puis souvent, les mots, il faut qu'on les lise pour essayer de se faire nous-mêmes notre sonorité dans notre tête. Oui. Quand on l'entend, on comprend pas comment il est écrit, ça arrive. Puis là, à l'écrit, tu te dis, c'était ça. Ouais, je l'aurais pas prononcé comme ça. Puis, t'as pas... La mémoire visuelle, là, quand tu prends le mot en photo dans ta tête, là, t'aide après ça t'es pas obligé de le lire jusqu'au bout pour savoir que, ah oui, ça, c'est celui-là. Tu sais, si tu décides que c'est... Slack and Climb. Oui, ben c'est Slack and Climb. Puis que là, dans le livre, ils disent Slack and Climb. Tu dis, ben non, c'est pas ça que j'avais entendu, moi, dans ma tête. C'est Slack and Climb. C'est clair. Voilà. Mais je pense que c'est ça. Il paye un peu de son appréciation à cause de ça. Puis là, je viens de rendre compte en allant chercher le titre du tome qui est Empire des Cendres, Dragon Blood 3. Ah, je t'ai dit que je te lisais le 2, que j'écoutais le 2. T'es rendu au 3? Je suis rendue au 3, fait que je suis rendue plus loin que je pensais dans la série. Je me surprends moi-même. Quand est-ce que j'ai écouté le 2? Parce que la saga... En faisant ton lavage. Probablement. Mais je réalisais que ça serait une série de livres qui a des tomes à l'infini. Comme, voyons, l'épée de la vérité. Je fais comme, mais qu'est-ce que j'ai, moi, à commencer des sagas qui ont 92 millions de livres? Tu sais, quand il y en a plein, puis que t'as envie de retourner dans cet univers-là, ça va, mais quand c'est lourd, puis qu'il y en a qui sont moins bons d'autres, là, c'est vrai que ils peuvent nous perdre en chemin. En chemin. Et avant qu'on se perde, avant qu'on perde nos auditeurs, avant que tu t'égares, parce qu'on sent que la fin t'emmène. Ben oui, c'est ça. Dans un autre espace, je vais terminer officiellement ce podcast-là. Merci à tous mes auditeurs, pas les tiens. Merci aux tiens, puis les miens, ben... Merci aussi. Moi, je vous remercie. Merci à tous nos auditeurs d'être là, de partager le bonheur et le plaisir que nous avons d'être en émission livresque avec vous. Je me permets un dernier rappel parce que il reste plus grand temps avant que l'épisode, au moment où lui va être publié, et l'arrivée de la saison 2 de Bulles d'été, bien c'est ça. Je vous informe une dernière fois. Vous allez probablement nous voir arriver là-dessus sur nos différents réseaux sociaux, mais à travers le podcast, les épisodes, bien je vous en parlerai plus. Là, le Bulle d'été va commencer. Le prochain épisode, ça va être une bulle d'été. Tout à fait. Un rendez-vous où Marie-Claire nous parle des romans graphiques, BD, manga à travers le concept de la vie de lecture. Ce format-là ne change pas, mais on se focus sur un format littéraire avec beaucoup de bonheur et de plaisir parce qu'on croit que l'été, ça peut être aussi léger dans le format, peut-être pas tant dans la thématique parce qu'on sait qu'ils peuvent nous amener quand même un peu n'importe où. Voilà. Alors, ben certain. Alors, je vous invite chacun d'entre vous à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Toi, Marie-Claire, on peut te rejoindre. La Raton Liseur sur Instagram. Et moi, c'est tout simplement Véro. Et je vous souhaite à tous de passer de magnifiques moments et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Bonne journée! Bonne journée!